Avant de commencer, déjà, je vais passer pas mal de domaines en revue. Je suis désolé. Par contre, si vous avez des questions, notez-les, comme ça, à la fin, on ne se retrouve pas sans questions. Parce que les dernières diapos, il n'y a pas trop de questions en général, mais celles d'avant, il peut y en avoir pas mal. Donc, c'était le petit conseil au début. Maintenant, je vais faire l'appel. Donc, qui ici est en train ou a créé son activité, son entreprise, sa boîte, son auto-entrepreneuriat? Levez la main. Félicitations. Et qui ici baigne un peu dans la technique, plutôt développeur ou CTO, quoi d'autre, voilà. Et bien vous avez bien fait de venir. Bon, alors ça se voit peut-être pas. Moi ça fait maintenant 15 ans que je suis développeur. Pourtant j'ai l'air d'avoir 15 ans. C'est l'avantage. J'ai l'habitude de dire, quand je fais des interviews, que je me rappelle pas avoir eu un moment dans ma vie où j'avais pas de clavier sous les doigts. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une petite révélation, je crois que c'est plus ou moins faux. J'ai eu une révélation il y a une quinzaine d'années, un peu plus maintenant. Quand j'étais petit, je devais avoir 7-8 ans, j'ai accompagné ma mère à Kiabi, la mode à petit prix. On devait retourner un article, je sais plus quoi, un pull, un machin. Et donc du coup, logiquement, ce qu'on fait, on va à la caisse centrale. On va à la caisse centrale, et là, on voit une dame, je sais pas de quoi elle s'occupe, en tout cas, on lui rend le pull, on lui dit, bah voilà, on l'a acheté, trop petit. Et là, elle regarde, et là, elle sort un truc qui a changé ma vie, son Minitel. Et elle va sur je sais pas quel site, elle passe sur la page Kiabi. Et là, elle a toute la base de données des outils, des vêtements Kiabi. Et avec juste le code barre, elle regarde et elle sait ce qu'il y a en taille, elle sait combien ça a coûté, elle sait combien on l'a acheté, quand on l'a acheté, elle sait s'il y a du stock derrière. Et je me dis, putain, c'est quand même pas mal de se dire que juste avec un petit machin, un petit boîtier, elle peut changer ma vie. Parce que je vais ressortir avec un vrai pull à ma taille, parce que j'ai grandi vite. Et après, j'ai arrêté. Et là, je me suis dit, quand je suis rentré chez moi, il faudrait que j'essaie de faire la même chose. Et donc, j'ai ouvert ce que j'avais sous la main à l'époque, c'est-à-dire QBasic. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un logiciel sous MS-DOS qui avait été créé par Microsoft et qui permet de faire des interfaces plus ou moins basiques, comme son nom l'indique, mais facilement. Donc, j'étais rentré chez moi, j'avais 7-8 ans et j'ai commencé à mettre à QBasic en lisant le manuel comme un grand garçon. C'était en français. Et j'ai essayé de reproduire plusieurs sites, comme je m'étais imaginé que c'était le 3615 Kiabi. Alors je tapais 3615 Kiabi, puis j'avais une page avec une sorte de logo Kiabi qui arrivait, avec des bases de données un peu foireuses. Je pense que c'était pas très scalable, c'était pas en NoSQL, mais bon, j'arrivais à ajouter des produits, à les supprimer. Et depuis ce jour-là, je fais du développement web et j'ai créé plusieurs entreprises, sociétés. Bon, je vais pas les passer en revue parce qu'on n'est pas là pour ça. Je vais vous en parler après. Et donc, je me rapproche de la barre espace, hein, c'est technique. Et donc, pour la conférence d'aujourd'hui, j'ai une dizaine de diapos, ce qui sont en fait des conseils que je m'attribue un peu à moi-même, presque tous les jours, et qui sont un peu mon expérience et ce que j'en ai retiré de ces 15 ans de développement, 10 ans d'entrepreneuriat. Et ces diapos ont la particularité d'être des phrases, en tout cas des petites phrases de 4 mots chacune. Donc ça vous permettra de les noter très facilement, même sur Android, c'est pas compliqué. Donc je vous permets, prenez des notes. Oh, il y a des développeurs tout de suite, c'est Android. Bon, alors prenez des notes. Et on va passer à la première. Donc ceux qui sont sensibles à la lumière, fermez les yeux. Bon, il y a du contraste, hein. Alors, voilà, je commence par le début, hein. Ça fâche un peu, parfois. Donc, ce que je voulais vous dire avec ça, c'est qu'au fur et à mesure, bon, pour ceux qui n'arrivent pas à lire, le paradoxe Lean Startup, vous connaissez tous ce que c'est le concept de Lean Startup? Non? Alors, le principe de Lean Startup, c'est quelque chose qui est à la mode depuis 2-3 ans, qui a été théorisé par quelques personnes qui avaient beaucoup de choses à faire.
et qui se sont dit comment a marché une startup et pourquoi elle a marché. Et à ce moment-là, on va faire une méthodologie que tout le monde va pouvoir appliquer pour pouvoir faire cette boîte et que ça marche forcément. Et voilà. Et le problème que j'ai, c'est que quand on lit ça, on se dit oui, effectivement, moi-même, j'ai fait ça pour plusieurs de mes projets, plusieurs de mes sites. Le problème, c'est que pour moi, c'est pas une méthodologie qui s'applique partout, et d'autant plus que beaucoup de gens qui vont utiliser ces concepts Lean Startup ou Agile ou autres vont surtout se reposer là-dessus et vont oublier de créer leur boîte en se disant que si je fais cette méthodologie, c'est forcément une assurance de mon succès. Donc, ce que vous allez voir là, vous allez peut-être vous dire, oui, bon, il nous raconte ça pendant 1 heure, bah, c'est du Lean Startup, donc il faut qu'il arrête de dire que c'est pas du Lean Startup. C'est peut-être des conseils qui s'appliquent, en tout cas moi c'est mon expérience, et j'ai pas envie que vous sortiez de là en disant, bon, bah, j'ai lu tous ces slides, c'est bon, là je vais forcément réussir. Il faut toujours vous remettre en question, il n'y a pas d'assurance dans l'entrepreneuriat, encore moins dans le web. Et d'ailleurs, j'ai vu récemment, il y a plusieurs boîtes qui se réclament un peu du Lean Startup et qui annoncent le lendemain d'avoir levé 3 millions de dollars. Donc quand on sait que Lean Startup, le but c'est de commencer tout petit, à faire avec un produit minimum viable et d'itérer, machin, ben on se dit que quand on lève 3 millions de dollars, c'est pas pour faire des minuscules produits. Donc voilà, c'est un paradoxe qui m'a un peu effrayé. On en vient à la création. Éviter les faux départs. Là, dans le sens où créer une entreprise, une société, c'est de plus en plus facile aujourd'hui. Pourtant, si vous démarrez mal, vous aurez beaucoup de problèmes, vous allez perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent dans vos futures évolutions. Donc nous, on a trouvé que c'était très important de savoir avec qui on s'associait dès le début. Nous, dans notre cas, je suis avec un associé, Guillaume, que je connais depuis presque 15 ans aussi. Et donc nous, notre boîte et nos boîtes, dès à chaque fois qu'on a créé une boîte, on s'était dit, il faut qu'on ait 100% confiance dans nos associés. Si jamais vous avez un doute, même un infime doute, vous lancez pas. Parce que c'est pas parce qu'on peut créer une SARL à 1 euro ou autre que vous aurez des facilités à l'arrêter après. Encore plus quand un projet est développé. Alors nous, on a plusieurs composantes qui nous semblent indispensables. Donc les associés, la technique. Donc là, vous êtes tous à peu près développeurs, donc vous savez que c'est important. De la passion. Bon, ça fait un peu con de dire ça comme ça, mais c'est vrai que si vous n'êtes pas passionné par vos projets, on va voir comment vous pouvez être plus facilement passionné par votre entreprise. Et enfin, je vais vous le dire, un produit viable au minimum. Donc voilà, on retrouve le Lean Startup. C'est vrai que nous, on a pris pour habitude de lancer des sites qui n'étaient pas les plus complets, les plus aboutis, qui buguaient un peu, mais comme on le fait avec notre cœur et notre passion, et qu'on est complémentaires, bah, au final, ça finit par payer. Donc, bon, le MVP, c'est quelque chose qui est faisable, mais il ne faut pas se reposer là-dessus. Bon, je vais vous le dire quand même, de ne pas sous-estimer la technique, mais je pense que vous le savez tous ici. J'ai vu beaucoup de sociétés qui auraient pu être qui auraient pu avoir beaucoup de succès, mais le problème, c'est qu'elles sous-traitaient toute leur technique, alors que ce soit juste leur site e-commerce, ou alors une technologie complètement propriétaire, et qui avait du mal après à évoluer, parce que forcément quand on crée une boîte, on n'a pas forcément le projet abouti dès le début. Donc si vous mettez un processus d'1 an avec une sous-traitance, vous aurez beaucoup de mal à faire évoluer votre projet, parce que bon, le sous-traitant, par définition, il va essayer de vous facturer, et il n'a pas votre passion, et il n'est pas complémentaire. Et évidemment, la réalisation technique représente une longueur d'avance par rapport à votre temps dépensé. Nous, on a vu ça énormément avec plusieurs concurrents, entre guillemets, dans plusieurs services. Donc j'en viens justement, on rejoint un peu le principe du MVP. C'est il y a plusieurs mois, j'ai fait une conférence à Marseille. Il faisait beau.
il y avait du vent. Et on me demandait quel était d'où me venaient ces idées un peu à la con, et pourquoi je le faisais, pourquoi je faisais une idée plutôt qu'une autre. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas d'idée, j'avais surtout des besoins. Et quand j'avais l'opportunité de faire un service qui n'existait pas ailleurs, je le faisais. Ça m'arrivait sur toutes mes boîtes. À chaque fois que je cherchais un service et qu'il n'existait pas, je me suis dit, bon, autant le faire. C'est l'avantage d'avoir un côté technique, un côté entrepreneur, c'est qu'on peut se permettre de développer nos propres produits. Après, attention, c'est pas parce que vous avez un service qui vous rend service à vous-même que ça rendra forcément service aux autres. Donc il faut pas oublier que c'est pas que de la niche, c'est aussi des projets ou des bonnes idées ou des opportunités auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé. Barre espace. Oula, j'en écris des choses. Alors oui, chaque nouvelle entreprise, c'est ce qu'on cherche tous lorsqu'on est entrepreneur. Vous devez créer quelque chose qui n'existe pas. C'est vrai que c'est la beauté du fait de créer notre entreprise, c'est qu'on crée quelque chose qui n'existe pas, et pourtant qu'il y a une demande. Donc n'oubliez pas le côté demande. Si votre produit ne vous rend pas service, vous ne serez qu'un simple prestataire, comme on disait tout à l'heure, sauf que le prestataire, lui, il est payé pour ce qu'il fait. Donc c'est quand même plus intéressant. Gros objectif, petite victoire. Voilà. On réussit rarement un projet si on a une ambition tiède. Il faut toujours avoir de grands objectifs devant soi, sinon le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et à plus ou moins long terme, vous aurez juste plus envie de bosser. Par exemple, nous avec VDM, on a lancé en 2008 et depuis 2008, donc depuis presque 6 ans, on avait comme objectif de faire une série télé en se disant que le contenu qui existait sur VDM, c'était un contenu qui était adaptable à n'importe quel support. Alors lancer un petit site comme ça en disant qu'on va en faire une série télé, en soi, bon, gros objectif, on se dit c'est peut-être pas réalisable. 5 ans plus tard, on est sur NT1 tous les soirs, 1 heure par soir, donc on est content, c'était un gros objectif. On a réussi et pourtant c'est pas pour ça qu'on sautait pas de joie à chaque jour où on avait 500 utilisateurs de plus sur notre site. C'est le principe d'avoir des gros objectifs, c'est surtout pour vous de jamais vous arrêter. Sans ambition, on n'aura plus envie de bosser sur notre projet. J'ai créé un autre service qui s'appelle FeedPress, où le but est tout simplement de concurrencer Google sur un projet qu'ils ont, FeedBurner, qui est un agrégateur, un serveur de flux RSS. Et j'avais envie de faire mieux, donc voilà, aujourd'hui j'ai fait mieux. On attend que de dépasser Google, mais chaque jour j'ai une dizaine de nouveaux abonnés, de nouveaux clients, et ça me suffit pour continuer à développer mon objectif. Donc tout ça, n'oubliez quand même pas que chaque petite victoire reste une victoire. C'est pas parce qu'on qualifie ça de petite victoire que ça n'est pas une victoire. Gagner son salaire, quand on est entrepreneur, ça reste un but où vous n'avez pas à avoir honte de juste gagner votre salaire. On n'est pas tous là pour créer une start-up avec 200 employés, on est aussi là pour créer notre business en tant qu'indépendant. Donc n'oubliez pas ça. Voilà, ça c'est pas mal. Alors, oui. La diapo d'après, je vais peut-être avoir des problèmes. Mais je vais quand même y aller. S'il y a des gens qui veulent partir, hein, n'hésitez pas. Alors, comment dire ? Sur Internet, il y a une quinzaine d'années, c'est dur à croire, mais il n'y avait pas de publicité.
il y avait juste des gens qui faisaient des sites parce qu'ils avaient envie de mettre des contenus. Moi, quand j'étais petit, je faisais un site sur les Simpsons, j'étais très content. Et pourtant, il y avait des frames, et j'étais quand même très content. Et puis un jour, on s'est dit, bon, quand même, ça serait intéressant, peut-être que les gens aillent sur d'autres sites que les nôtres. Alors, ils ont commencé à mettre des bannières. 98, 99, les gens commencent à mettre pas mal de bannières. Le taux de clic en 99, 40%. C'est pas 0,4, c'est pas 4%, c'est 40%. Donc 40 personnes sur 100 qui cliquent sur ta bannière. Et ça, franchement, aujourd'hui, si vous avez 0,01% de clics sur votre bannière, bah vous êtes content, vous êtes le roi du web. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est qu'il y a le marketing qui est arrivé, qui s'est dit, bon, les bannières, ça fonctionne, il y a du clic, donc on va faire du retour sur investissement. Donc, on va mettre des bannières partout, et à ce moment-là, votre marché de bannières, il n'existe plus. Donc, ça, c'est un exemple à retenir, c'est que si vous voulez créer une boîte et que le marketing est déjà partout dans votre place, vous aurez très peu de chances de faire quelque chose de concret et de satisfaisant sur le moyen terme, surtout en tant que petit indépendant ou en petite start-up, en disant. Autre exemple, il y a 4-5 ans, vous avez tous été inscrits à un site qui s'appelle Groupon, CityDeal en France. Tous les jours, vous étiez content, vous receviez votre email avec vos nouveaux deals et vous alliez acheter. Et il y avait un taux d'ouverture de plus de 50% parce que tout le monde recevait ces deals, tout le monde est très content de recevoir ça. Aujourd'hui, ils ouvrent à 0,003% et le reste du temps, les mecs, ils mettent en spam. Voilà. C'est que le marketing est passé par là. Donc, si j'ai juste un conseil à vous donner à ce niveau-là, c'est de ne pas vous investir dans un milieu, dans une niche, dans un domaine où le marketing est déjà là. Je pense que j'aurai des questions, mais vous les notez. Par exemple, pour mon cas, est-ce que j'aurais créé un site qui s'appelle Vinmerd si j'avais pensé au référencement et aux mots-clés AdWords pour vendre mon site, pour faire de la promo? Bon, voilà. J'aurais sûrement pas fait. Donc, le marketing détruit tout. Autre point, je vous ai mis sur un fond bleu parce que faut se reposer un peu après cette violence. L'échec est un échec. Alors, contraste, oui, ça va. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est que j'ai vu pas mal de conférences ou tables rondes ou autres dernièrement qui étaient basées uniquement sur des boîtes qui avaient échoué. Et on parle beaucoup de seconde chance des États-Unis, etc., où on peut créer plusieurs fois, et en France on peut pas. Bon, moi je dirais que c'est déjà, premièrement c'est faux, en France on peut créer plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Le deuxième point, c'est que un échec, la seule chose que vous apprenez avec votre échec, c'est qu'il ne faut pas refaire une deuxième fois la même chose. C'est déjà pas mal en soi. Après, il ne faut pas que ça en devienne une règle. Faut pas que ça en devienne une règle universelle pour les autres. Donc ça sert à rien de faire des conférences en disant bah moi j'ai pas réussi parce que j'ai pas vendu en B2B parce que j'aurais dû faire du B2C. C'est pas pour ça que la personne à côté elle aura pas besoin de faire de B2B ou de B2C. Et de même, c'est pas parce que moi j'ai du succès que vous aurez du succès avec mes 3 pauvres diapos. Donc mais sauf que moi je suis invité aux conférences, donc comme ça je peux vous le dire. Donc voilà, n'oubliez pas, un échec c'est bien, vous aurez des leçons pour vous, mais n'écoutez pas trop non plus les gens qui disent « Ah oui, mais si tu fais ça, ça va pas marcher parce que moi je l'ai fait il y a 1 an. » Bon, on est d'accord qu'il faut quand même raison garder à ce niveau-là. Un prochain point qui va faire plaisir à beaucoup de monde. Boire de l'alcool. Alors en soi, c'est pas... Il y a des bières sans alcool déjà. Ce que je veux dire par là, c'est que je vois aussi beaucoup de gens à Paris ou même à Lyon, ça doit exister. C'est un peu la province quand même. Bon, j'habite à Reims, hein, parce que bon, le même club, province. Le fait est qu'il y a beaucoup de gens qui sortent le soir, mais qui restent au boulot. C'est-à-dire qu'ils font des tweets apéros, des réunions, des conférences de start-up, de machin, tous les soirs, et qui sortent entre collègues de travail. Et le problème, c'est que si vous faites ça, vous êtes à peu près assuré de ne pas réussir votre projet, parce que vous êtes à fond dans votre truc, matin, midi et soir, et si vous ne sortez jamais la tête de l'eau,
même si vous vous en rendez pas compte. Parce que boire un coup le soir, c'est marrant, puis on parle JavaScript en même temps, sauf que vous travaillez vraiment. Et au final, vous ne sortez jamais la tête de l'eau, et il y a un proverbe chinois qui dit, alors je vous fais pas en chinois, parce que à force d'avoir la tête dans le guidon, on regarde plus la route. Parce qu'ils font beaucoup de vélos là-bas. On a les vélos d'ailleurs. Et c'est un proverbe qui est intéressant. Nous, par exemple, moi, c'est très rare que je passe plus d'une journée sur le même projet. Je travaille une matinée sur un projet, une après-midi sur un autre. Le soir, en général, je travaille pas, sauf si je travaille, c'est sur des micro-projets ou des choses qui permettent en fait de découvrir d'autres manières d'aborder peut-être le projet que vous aviez eu le matin. Et nous, on a eu énormément de nouvelles idées comme ça, ou en buvant des coups. En général, les trucs qui ont marché le plus sur nos projets, c'est des idées qui nous sont venues en sortant le soir avec des gens qui n'étaient pas du tout dans le web. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, sur VDM, on a une rubrique qui s'appelle la VDM illustrée. Des gens qui connaissent? C'est bien. Et bien, cette VDM illustrée, à la base, c'était parce que j'avais une copine qui ne pouvait pas s'empêcher de dessiner toutes les VDM qui passaient sur le site. Et elle disait, je peux pas m'empêcher, c'est trop drôle, quoi, il faut que je l'illustre. On s'est dit un jour, si tu veux, on va le mettre sur le blog et puis on va voir. Et il y a énormément de gens qui ont adoré et qui en ont réclamé. Et maintenant, VDM illustré, c'est un peu notre plus belle réussite au-delà de VDM. On en a fait des bouquins. Maintenant, il y a des bandes dessinées qui sortent. On a plus de 15 bandes dessinées. Tous les samedis, il y a une nouvelle VDM illustrée. Il y a des illustrateurs qui sont fait connaître, des centaines de milliers de personnes qui allaient sur leur petit blog. Et c'est devenu vraiment une référence dans l'illustration, dans le blogueur illustration. Donc voilà, tout ça pour dire, sortez boire des bières, mais aussi aérez-vous la tête, sortez la tête du guidon, faites pas que coder toute la journée. C'est toujours bien par rapport aux parents, etc., dire oui, mais tu vois, je bosse toute la journée, et même je me suis couché à 2h du matin, j'ai travaillé toute la nuit. Bon, ça sert à rien. Ah. Alors, tu vois, c'est dommage pour vous. Ouais, restez la tête tournée, parce que du coup, ça va pas vous plaire. C'est pas contre vous, hein. J'ai mis un petit cœur parce que bon, faut quand même alléger l'atmosphère. Les gens sont cons. Alors, et c'est quelque chose que soit on est tous d'accord, soit on n'est pas d'accord parce qu'on se dit non quand même. Bon, moi je suis quelqu'un, bon, je suis pas con. Quand vous créez votre projet, surtout que là j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens dans la tech, des entrepreneurs, c'est-à-dire que vous allez faire vos propres sites, vous allez dev pour vous. À force de faire un site, et on y passe 6 mois, 8 mois, 1 an, et on se dit non mais là le bouton d'inscription il est tellement bien placé, ils vont pas le louper quoi. Et 2 jours après, il y a un mec qui vous envoie un email, non mais j'ai oublié mon mot de passe, il est où le lien pour renvoyez-moi mon mot de passe. Bon. Donc les gens sont cons. Quand j'ai créé ma première entreprise, je vendais des noms de domaine, j'ai créé il y a 10 ans, quand j'avais 15 ans. J'ai tout automatisé. Tout, l'inscription, l'enregistrement de domaine, machin, je validais rien à la main. Et j'étais une des premières boîtes à le faire. Et mon seul but, c'était juste de ne pas avoir d'email de support client. Et finalement, ça a bien marché. Je l'ai revendu 3 ans plus tard. Et j'ai pu créer Beta et compagnie qui a créé VDM. Et le but, c'était uniquement d'automatiser parce que je voulais pas avoir affaire aux gens, parce que les gens sont cons. Vous envoyez une newsletter, par exemple, vous êtes sûr, je sais pas qui a déjà envoyé une newsletter, vous êtes sûr qu'il y a, tous les jours, vous aurez 2 mecs, 3 mecs qui vont répondre en écrivant stop, comme les SMS. Ils comprennent pas, ils savent pas que c'est un jour eux qui sont inscrits, ils comprennent pas qu'ils peuvent se désinscrire en cliquant en bas, non, ils envoient stop. Voilà. Donc, vous aurez déjà assez de cons comme ça, faites-vous plaisir et partez du principe que vous aurez affaire à eux. Ou alors, c'est que vous n'avez pas de clients, à ce moment-là, une boîte sans clients, c'est le rêve. Oui, alors, comme je disais, on a effectivement du support, et malgré ce fait,
on a une règle qui apparemment n'est pas suivie par beaucoup de monde, c'est que tous les gens qui nous écrivent au support, on leur répond dans la journée, ou même nous, nos emails, on répond au moins dans la journée. Bon, à la conférence, effectivement, il y a un petit délai. Ça nous permet de garder en fait cette proximité avec les utilisateurs. Et pourtant, on a plus de 1,5 million de followers sur Twitter, 2 millions de fans sur Facebook, et on répond à tout le monde. Et même à ceux qui ne nous parlent pas. Pour dire si on cherche vraiment la merde. Et on a un agenda qui sort tous les ans, un agenda scolaire. Et ben toute la journée, en août, septembre, on regarde tous les gens qui l'ont acheté. On cherche agenda, on cherche VDM, on cherche vie de merde. Et tous les mecs qui ont acheté un agenda, on leur répond merci. Juste parce qu'ils ont pris une photo de leur agenda. Et ils nous parlent pas à nous. On leur dit juste merci de l'avoir acheté. Bon, c'est peut-être bête dit comme ça, mais ça garde une proximité. Donc, il faut garder à l'esprit que, bon, ils sont pas forcément très malins. Par contre, ce sera vos meilleurs ambassadeurs. Et plus ils sont cons, alors ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Plus ils sont cons, et plus ce seront vos meilleurs défenseurs. Parce que quelqu'un qui écrit un email qui est si énervé, qui va écrire à votre support en vous insultant, sans dire bonjour, ni au revoir. Et il vous dit, votre site c'est de la merde, ça marche pas, j'essaie de m'inscrire. Et ben, si vous voulez aider pas à pas, que vous envoyez 15 mails, et ben après, c'est lui qui va venir vous défendre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, dans les commentaires, partout. Et ça, c'est un peu notre jeu quand on s'occupe du support, c'est qu'on essaie de retourner les cerveaux. Un mec qui est très énervé, qui dit tout le temps « j'irai jamais sur votre site », ben, au final, c'est notre plus grand fan et il vient tous les jours. Après, il nous parle toute la journée, mais bon. On peut pas tout avoir. En fait, je vais pas me faire des amis avec la diapo d'après non plus, mais on va y aller quand même. Alors, éviter les open space. C'est peut-être un cas particulier. Moi, j'ai la particularité de travailler à Reims en télétravail et je suis le seul employé qui est dans ma ville, donc je pourrais même pas me regrouper avec quelqu'un. On est un peu partout, il y a beaucoup de gens à Paris, mais bon, il y a à Lille, à Lyon, à Montpellier, à Marseille. Et on s'est tous rendu compte qu'on bosse beaucoup mieux quand on est chez soi, ou en tout cas quand on n'est pas dans un open space. J'en veux pour preuve que ceux qui sont dans un open space, vous savez tous qu'on met tous des écouteurs sur les oreilles, un casque. En général, c'est pas pour écouter de la musique, c'est plus pour pas être dérangé. L'avantage d'être tout seul, c'est que vous aurez beaucoup plus de facilité à travailler. Et même si vous dites que vous n'êtes pas dérangé dans un open space, vous avez toujours peur qu'un mec vienne vous voir en disant « Hey, au fait, Photoshop, je l'installe comment ?» Voilà, ça nous est tous arrivé une fois. Et ça, c'est pas quelque chose d'agréable. Et surtout quand on essaie de se concentrer sur un projet qui est un peu technique, vous savez, vous êtes tous un peu là-dedans. Dès qu'on essaie de rentrer dans des trucs un peu complexes, des algos, des machins, on n'a pas envie de se faire déranger toutes les 10 minutes. C'est pour ça qu'on a inventé un truc qui s'appelle Internet, où on peut tous travailler avec des messages asynchrones et qu'on peut répondre quand on n'est pas emmerdé. Emmerdé par son code, hein, pas emmerdé par les gens. Donc, c'est un conseil que je donnerais à tout le monde. Après, c'est vrai qu'il y a des boîtes qui aiment bien bosser dans des open space parce qu'ils surveillent un peu les gens comme ça. Vous pouvez essayer de demander une journée, ne serait-ce qu'une journée par semaine de télétravail. Vous verrez le taf que vous accomplissez en une journée, sans présentéisme, sans rien. Mais vous-même, vous pouvez commencer à bosser à 11h et finir à 14h. Vous aurez bossé beaucoup plus que toute une journée en open space. Et même, oui, effectivement, c'est devenu un open space. Maintenant, on fait des salles pour téléphoner et des salles pour faire des réunions. Alors que le principe de l'open space, à la base, c'était de pouvoir faire des réunions en travaillant. Donc, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui cloche. Donc, vous aurez peut-être vu dans mes quelques remarques, diapos, que je suis parfois un peu sceptique sur certaines pratiques, sur certaines méthodes, sur certains concepts. Bon, par contre, je serai jamais cynique. On est tous un peu différents. Moi, j'ai mes méthodes. Chacun adapte les siennes. J'ai un problème qu'on appelle l'honnêteté brutale. J'ai toujours dit que l'honnêteté, c'était le plus beau des cadeaux.
Alors je vous ai fait un grand cadeau aujourd'hui. Et je me fais souvent insulter par email parce que je réponds des messages qui sont très... pas durs, mais bon, on n'y va pas par quatre chemins parce qu'on n'a pas le temps, hein, c'est le web, ça bouge tout le temps. Et en général, les gens avec qui on travaille, ils nous connaissent. Donc, si vous envoie votre travail, que vous dites oui, c'est très bien, alors là, ce paragraphe, pas de faute d'orthographe, une bonne conjugaison. Par contre, t'as pas du tout dire ce que je voulais dire. Donc, c'est un peu de la merde quand même. Et le mec en face, il lit son email et il se dit bon, mais il m'a dit que c'était bien quand même, c'est une bonne orthographe. Et à ce moment-là, votre message, il n'est pas passé. Donc moi, je suis devenu un adepte de l'honnêteté brutale, où je dis juste que c'est de la merde, et puis bon, après, on verra plus tard. À force, au début, ça peut être un peu violent. À force, les gens comprennent, et puis bon, au final, on travaille beaucoup plus rapidement. J'aime beaucoup la productivité, donc c'est vrai que c'est quelque chose auquel je suis beaucoup attaché. Et c'est très rare. Maintenant, c'est un peu la mode de dire qu'on répond à un email qui doit faire moins d'un tweet, donc 140 caractères. Moi, j'aime bien répondre à un mail qui fait moins d'un quart de tweet. Un quart de tweet, ça fait combien? Bien joué. Google, Twitter, Facebook, Amazon, qu'ont-ils en commun? C'est un truc qu'il fait à chaque fois dans toutes les conférences, c'est pour ça qu'il fallait que je le fasse. Toutes les plus grosses sociétés, n'importe quelle société, n'importe quelle entreprise, tout est parti de rien. Vraiment rien. Donc même moins que rien. Moi, dans mon cas, j'ai juste fait un blog, donc vous voyez. Je commence à dire mes conneries devant 200 personnes. Donc. On est tous clients ici de 2 grandes entreprises, mais vraiment tous, qui ont mis un temps infini à se créer, à chercher leur business model avant d'exploser. Le premier, c'est Angry Birds. Angry Birds, la société qui l'a créée, c'est Rovio. Et Rovio, ils ont passé 8 ans à faire des jeux pourris qui ne marchaient pas. Et pourtant, ils n'arrêtaient pas. Ils continuaient, jusqu'à ce que ça marche. Et même Angry Birds, ils l'ont lancé et pendant 3 mois, ça n'a pas marché. Personne ne téléchargeait. C'était là sur l'App Store, personne ne téléchargeait. Et un jour, ça a fini par prendre et maintenant, c'est évalué à des dizaines de milliards de dollars. Ils font des produits dérivés qu'on trouve n'importe où. Deuxième grande entreprise, l'Univers, qui a mis un temps infini à trouver son business model, si infini qu'on ne connaît même pas, parce qu'avant le Big Bang, il n'y avait pas la mesure du temps. Et puis finalement, ça a fini par faire quelque chose. Bon, pas plus mal, ça dépend de notre vision sur l'univers, mais bon, tant qu'il y a du Wi-Fi. Et enfin, ma dernière diapo, et c'est là où je vais vous demander de préparer vos questions. Toutes ces règles que je viens de vous énoncer, si vous voulez, vous pouvez en retenir une ou deux, en retenir les 12, en retenir 0. Peu importe. L'idée, c'est de vraiment suivre ce qui vous passionne. Moi, quand je suis allé à Kiabi quand j'avais 7 ans, j'ai vu qu'avec juste 3 touches sur un Minitel, ça pouvait changer ma vie parce que je suis reparti avec un pull à ma taille. Maintenant, on est tous développeurs ici, pratiquement. Et en plus de pouvoir changer nos vies avec un clic, on peut changer la vie de centaines de milliers de personnes avec nos propres clics. C'est une grande responsabilité. Donc je finirai par continuer de développer et continuer de changer nos vies. Et c'est tout pour moi. C'était Maxime Valette. Et maintenant, j'espère que vous avez des questions. Attention, je donne des billets de 5 à tous ceux qui me posent une bonne question. Ah, voilà, déjà intéressé. Il n'y a pas de micro? Non, pas de micro. C'est moi qui l'ai, c'est ça? Ah. Il faut tout faire ici. Alors, je dors rarement le jour, plutôt la nuit. J'essaie de me coucher vers minuit. Alors,
je travaille avec les États-Unis, donc le problème c'est que je me relève vers 3h30 et je me recouche vers 4h et après je me lève vers 7h. 6h30, 7h. Mais j'ai toujours eu des problèmes de sommeil, donc. Mais c'est pas parce que il y a beaucoup de gens qui dorment beaucoup et qui font des grandes entreprises. Je pense pas que moi je suis un hyperactif, donc j'ai plusieurs sociétés et c'est pour ça que j'aime bien beaucoup travailler. Mais bon, tu peux avoir une société, j'adorerais moi de temps en temps me consacrer à une seule boîte. Mais bon, je suis malade. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Maxime? J'ai son billet de 5. D'autres questions? Allez, ça motive là quand même. Ma question est la suivante. Donc, est-ce que c'est l'idée qui est importante ou la manière d'exploiter l'idée? Très bonne question, j'ai oublié de le dire dans ma présentation. Nous, on s'est rendu compte que l'idée, c'était en général, ça représente 10% du projet. L'idée, c'est bien, mais la réalisation et ce que tu vas en faire après, c'est le plus important pour moi. Parce que, par exemple, VDM, je compte même plus le nombre de gens qui m'ont dit oui, mais moi, j'avais fait pareil il y a 1 an, ça n'a pas marché. J'avais fait ça pareil il y a 2 ans, vous êtes des copieurs. Il y a même le mec qui avait acheté videmerde.com qui me disait qu'il avait fait pareil il y a 5 ans et que ça n'avait pas marché et qu'il espérait que ça n'allait pas marcher non plus pour moi. Donc, une idée, c'est rien si tu l'exécutes pas, si tu l'exécutes mal. Nous, on aurait très bien pu, quand on a créé le site en janvier 2008, 1 mois après, on faisait 20 000, 30 000 visites par jour, les serveurs, ils pétaient, ils explosaient. Et on aurait pu dire, bon, bah, c'est tout, si on n'avait pas été des développeurs, si on n'avait pas la volonté d'en faire une boîte, ça se serait arrêté comme ça. Le fait est que nous, on avait envie de réaliser quelque chose. Donc, si tu as envie que ta compagnie, ta boîte soit pérenne, et que tu as envie d'en faire, dans notre cas, une marque, bah, il faut partir dès le début, il faut avoir, comme je disais, des gros objectifs. Et à ce moment-là, ton idée, elle deviendra assez minime. 5 €. Honneur aux dames. D'avance. Bonjour. Moi, je voulais savoir justement pour créer sa société, vaut mieux d'abord penser à l'idée et après trouver les bons associés ou l'inverse? Dans mon cas, j'ai toujours trouvé les associés avant de trouver l'idée. Pourquoi? Parce que s'associer pour créer une boîte, c'est pire qu'un mariage. Parce que, comme je disais tout à l'heure, divorcer, c'est moins compliqué que de changer d'associé ou de dissoudre une boîte. Donc, si t'es pas connecté virtuellement avec ton associé, pour moi, c'est impossible de travailler. Et c'est pour ça, nous, comme on a fait beaucoup de télétravail, je connaissais Guillaume par cœur, parce que j'avais pas besoin d'être à côté de lui pour savoir ce qu'il faisait et savoir quelle réaction il allait avoir quand on recevait un email ou quelque chose. On a une connexion tous les deux, et c'est sûr que ça permet de créer une boîte. Et il y a beaucoup de gens qui aimeraient et qui trouvent pas d'associés, et c'est vrai que c'est compliqué. Et ça, dans l'idée de réaliser un projet, c'est, je pense, 40-50% du projet, c'est de trouver les bonnes personnes. On est un peu Jean-Luc Mélenchon, là, je sais. C'est Pupitre Rouge qui me fait ça. À quel moment tu sais que, j'imagine que dans tes réussites, tu as aussi des échecs, à quel moment tu sais que ton idée est un échec? Est-ce que tu vas jusqu'au bout, jusqu'à être plumé, ou est-ce que tu as des signaux qui font que tu sais qu'il faut arrêter et repartir sur autre chose? On a eu des échecs. On a eu des échecs dans certains projets. Par exemple, dans VDM, il y a des trucs qu'on aurait voulu faire. Par exemple, la série télé. C'est le projet qui est sur NT1, c'est le 3e projet qu'on a de série télé. J'avais déjà fait 2 autres projets avec d'autres chaînes, d'autres boîtes de prod qui n'ont pas marché. Bon, là, dans ce cas-là, c'est plus concret parce que c'est pas du web, donc c'est matériel, c'est pas compliqué. C'est la chaîne qui dit non et puis on recommence. Dans le cas du web, c'est sûr que si, comme on dit, si t'as pas de traction ou si t'as pas de nouveaux utilisateurs, nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on laisse le projet en une sorte de long-term support, mais on développe pas de nouveaux trucs dessus, et puis on fait un nouveau truc.
Ou alors souvent ce qui marche aussi c'est par exemple FeedPress, donc mon concurrent Google, à la base c'était un raccourcisseur de liens, rien à voir. Et puis il y a eu, moi j'ai eu besoin d'un serveur de flux RSS, donc du coup ce truc là ça marchait pas trop, je me dis bon allez je vais changer, je vais faire ça en plus. Et puis voilà, on adapte les projets un peu au feeling, c'est pour ça que je disais il n'y a pas vraiment de grandes règles de pivotage ou quoi, tu peux toujours mélanger plusieurs projets. Et puis voilà, si tu vois bien si ça marche ou pas, il n'y a pas besoin d'avoir d'analyse poussée. Tu le sais. Si les gens t'en parlent toute la journée, c'est que ça marche. S'ils t'en parlent pas, c'est que ça marche pas. D'autres questions pour Maxime? Bon, les 5 euros, ils sont là, mais je les donnerai après. C'est trop loin. Ma question est très simple. Qu'est-ce que tu penses que tu ferais aujourd'hui si tu n'avais pas connu Guillaume? Ou si tu n'avais pas eu d'associé, en fait? La première boîte, j'avais créé en indépendant. J'aurais peut-être continué à être développeur indépendant. C'est pas forcément le meilleur moyen de créer une boîte ou de la réussir. Moi, ça a marché parce que les clients aimaient le côté technique, automatisé, etc. Donc, ils ont fini par recommander le service parce qu'ils étaient contents. Mais je suis nul en communication, je suis nul en marketing, je suis nul en prise de parole devant les gens. Donc voilà, non, moi c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des associés complémentaires, parce que moi je suis bon en technique, mais s'il n'y a personne pour vendre ta technique, c'est pas utile quoi. Donc si j'avais pas rencontré Guillaume, peut-être que j'aurais rencontré une autre personne pour vendre mes produits. C'est la beauté du web, c'est que c'est un peu une sorte de méritocratie. Tu es là, et à partir du moment où tu taffes, où tu as un service qui marche, il y a forcément des gens qui vont être intéressés pour s'associer avec toi. Notre troisième associé avec qui on a lancé le site en anglais, on l'a connu par le web. Il a connu VidMerd, il avait envie de faire un projet avec nous, il nous a contacté, il nous a envoyé un email, et puis voilà, c'était parti comme ça. C'est la beauté du web, c'est que tu peux être virtuellement contacté par n'importe qui, et je peux dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour des opportunités, mais pour moi c'est pas viable de lancer un projet tout seul. En tout cas, à part il y a des projets de niche évidemment où c'est juste développeur. Tu fais un plugin WordPress, t'as pas besoin d'avoir un commercial à côté de toi, mais quand tu fais un produit qui a une vocation plus ou moins étendue, là pour moi il faut être au moins 2. 5 euros. J'en ai encore. Je vais me faire taper à la fin de la tête. Tout à l'heure, vous expliquiez qu'un de vos grands objectifs au début de VidMerd, c'était d'avoir une série télé. Oui. Aujourd'hui, c'est quoi votre grand objectif? De continuer la série télé. Vous êtes sûr? En fait, Oui. Je sais pas si t'as déjà vu la première saison des Simpsons. Elle est assez pourrie. Et pourtant, maintenant, c'est pas mal. Je vous souhaite la même réussite parce que... En fait, le problème d'une saison 1, si tu veux rentrer dans les détails, pas de souci, c'est que tu as très peu de budget pour faire une saison, et en fait on te donne à peu près tous les outils pour te foirer. C'est pour ça qu'on a eu 2 projets qui sont arrêtés avant, c'est parce qu'on n'a pas de budget. Et donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On a tourné 60 épisodes de 5 minutes en 45 jours. Donc si tu imagines, en général une journée de tournage, si tu as tourné 1 minute dans une journée de tournage, c'est pas mal. Et là, nous, on tournait plus de 7 minutes par jour. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, tu vois, t'es un peu dans le rush. Nous, on est coproducteurs, donc on était dans la direction d'acteurs, etc. C'est quand même assez compliqué de les faire venir du lundi au samedi de 7h à 20h. Donc, une saison 1, c'est très compliqué. Une saison 2, c'est plus facile parce que t'as une audience, t'as des budgets, ils savent combien ça va leur apporter mathématiquement, donc ils peuvent te donner un peu plus. Voilà. Donc, on a plus de moyens, on aura plus de guest stars, plus de Pascal Legitimus. Voilà, on espère, normalement, ça devrait se faire. Voilà. Question suivante. T'as quand même tes 5 euros, bien joué. J'aurais aimé savoir si on t'a déjà proposé des projets totalement farfelus que t'as pu refuser, et si oui, lesquels? Le plus farfelu, c'est une fois par semaine, on a des gens qui nous disent « Ah, VidMerd, j'aimerais bien faire l'inverse en faisant vie de rêve, vie rêvée, etc. » Et donc on leur dit c'est pas drôle parce que t'aimes bien te foutre de la gueule des gens qui leur est arrivé une histoire un peu pas top quoi. Une histoire qui se finit bien, ça nous intéresse moins. Donc ça c'est le genre d'idée qu'on refuse à chaque fois, ou alors des idées très sectorielles.
Parce que nous, on a vie de merde, donc pourquoi... Bon, il y en a qui font job de merde, test de merde. C'est toujours intéressant. Pour nous, ça nous fait toujours marrer. Mais c'est pas des trucs qu'on a envie de faire officiellement avec eux, quoi. Donc ça, c'est un peu les projets les plus fous, entre guillemets. Non, ce qui est très fou, souvent, c'est que les mecs, ils arrivent en disant « Oh, mais c'est facile, vous avez juste à copier-coller. » Et puis, voilà, c'est pareil. Vous changez juste le nom en haut, puis voilà. Voilà, ça fait rire personne, mais c'est vrai. En fait, copier-coller un code, ça ne marche pas. Voilà. Oui. Dans ta présentation, je reconnais du Gary Vaynerchuk, ce qui est très appréciable. Qui sont d'autres gens qui t'inspirent ? Alors, dans les développeurs indépendants, peut-être Marco Arment, qui est un des fondateurs de Tumblr, qui est connu pour Instapaper, qui était un logiciel pour lire des sites, sauver des sites et les relire plus tard. Donc c'était une des premières applications sur l'App Store. Et il a été connu pour ça. Donc ça, j'aime beaucoup les développeurs indépendants parce qu'ils sont souvent côté développement et produit en même temps. Donc c'est un point de vue qui est intéressant et qui me rejoint pas mal. Donc il y a David Smith. Il y a beaucoup de gens qui sont illustrés cette année justement avec tous les nouveaux lecteurs RSS. Et pas mal de Français d'ailleurs, beaucoup de développeurs indépendants français qui rivalisent pas mal avec beaucoup d'Américains. Par exemple, Feedly. Beaucoup d'entre vous doivent utiliser Feedly maintenant à la place de Google Reader. Il faut savoir que c'est des Français qui sont derrière. Et c'est les plus gros lecteurs RSS, clients RSS. Et c'est que des Français qui sont aux États-Unis, mais donc voilà, c'est un peu mes modèles. Vie de merde a bien fonctionné en France, mais quelle était ton approche pour les États-Unis ? Les États-Unis, ça a encore mieux marché en fait, donc c'est un peu. Le problème, c'est que j'ai pas trop de règles à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler parce qu'on n'a pas. À part le travail, on n'a pas fait grand-chose. En fait, on l'a lancé en anglais. Ce qui a bien marché, c'est le nom FML pour F My Life. Pas le droit de dire fuck en. Bon. Et le problème limite, c'est que ça a beaucoup trop marché. En fait, en un mois en France, on avait fait de 0 à 20 000, 30 000 visites par jour. Aux États-Unis, on est passé de 0 à 1,5 million. C'est le problème des États-Unis. Donc là, à ce moment-là, effectivement, je sortais moins le soir parce que je devais travailler le soir pour travailler sur le fuseau horaire. Et en fait, on s'est rendu compte que le nom faisait pas mal. En tout cas, pour un site comme ça. Et donc on l'avait lancé en 2009. On n'a pas eu trop de problématiques, si ce n'est le support de charge de tout ce monde-là. Et puis continuer à faire vivre, parce qu'un marché comme les États-Unis, c'est beaucoup plus volatile que la France. La France, quand il y a une personne qui connaît un site, souvent elle va y retourner le lendemain, surtout quand c'est un contenu un peu addictif. Alors qu'aux États-Unis, ils se lassent assez vite et il y a toujours une alternative ou un nouveau site qui est plus cool. Donc c'est très compliqué de s'imposer. Donc ça, c'était encore beaucoup plus dur qu'en France. Donc ça, il fallait vraiment faire attention. 5 €. Une dernière question, si vous en avez une. Moi, j'ai des histoires, sinon. Ou pas. Alors, en fait, les billets de 5 €, c'est pas des vrais. Je suis désolé. En fait, on est en train de lancer un site qui s'appelle 5euros.com. Maintenant, je fais de la pub puisque personne ne pose de questions. Et c'est une place de marché à 5 €. Voilà. Donc du coup, c'est des bons de réduction de 5 €. Une petite dernière question, c'était pour au niveau du business model. Il est arrivé pas un peu tard, mais il a fallu quand même tenir le site un petit moment sans, à mon avis, beaucoup de rentrées d'argent. Est-ce que le choix justement d'avoir fait une marque, c'était le but de pouvoir rentabiliser l'histoire ou le choix de faire une marque, on est parti du fait que le contenu, les gens venaient pour le contenu, ils venaient pas pour la beauté du site ou parce qu'il y avait un compte membre ou parce qu'il y avait un forum, c'était parce que il y avait du contenu. Donc on est parti du principe que faire un livre tout de suite, c'était la bonne idée. Après, au niveau du site en lui-même, on avait commencé à monétiser aussi en même temps. Donc là, les bannières publicitaires, ça a la particularité d'être payé 6 mois en retard. Donc on a touché en novembre ce qu'on a gagné en avril. Donc c'est vrai qu'au tout début, quand t'as pas d'argent, pas d'investisseurs ni rien, c'est très compliqué. Mais on a fini par tenir. J'ai regardé une capture d'écran de mon compte bancaire, il me restait 0,49 centimes, je crois. J'étais juste, mais ça passait. Et ouais, en fait, on a essayé de tout monétiser tout de suite.
pour essayer justement de garder le site, mais en même temps, c'est pas parce que tu as du mal à monétiser qu'il faut pas continuer à mettre à jour le site, et ça, c'était très compliqué. Mais donc oui, il y a la monétisation. Maintenant, on a internalisé notre régie publicitaire pour justement mieux optimiser toutes ces publicités, et surtout sur le mobile. Donc voilà, c'est compliqué, mais bon, le jeu en vaut la chandelle. Après, le côté diversification produits dérivés, ça c'est plus... bon, à terme, ça va sûrement ramener de l'argent, la série télé, mais le but, c'est surtout de faire découvrir le concept et découvrir la marque à d'autres personnes. Les livres, par exemple, c'est typiquement un truc que tu vas offrir à tes parents, par exemple. Et justement, la proportion entre, par exemple, un produit physique comme le livre vendu et une régie publicitaire, laquelle vous rapporte le plus, si c'est pas indiscret? La publicité rapporte plus. Parce que le mobile, actuellement, on est une des plus grosses applications au monde sur le mobile. Donc on a 1 million d'utilisateurs par jour. Donc je sais plus combien, 1,5 million de sessions, un truc comme ça. Donc pour une grosse marque, une grosse campagne, c'est nous qui vont aller voir, c'est pas des petites applications. Donc on a de la chance, entre guillemets, parce qu'on a quand même une grosse base d'utilisateurs. On fait 1,5 million de visites par jour en France, 1,5 million sur le reste du monde. Donc ça fait plus de 3 millions par jour. Voilà. C'est terminé. C'était Maxime. Bah tant pis. Merci.